Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste, je suis également le président fondateur de l'association Tout le monde contre le cancer. Je suis venu vous en parler aujourd'hui. Salut Nicolas, moi je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on se connaît depuis quelques années, donc bienvenue dans l'art des confinés. Salut Aurélie, merci de m'accueillir à Astafort. Alors Ouais. d'abord, tu vois, je suis dans un mini appart parisien, alors que je rêverais d'être confiné à Astafort, au milieu des vignes, à la campagne, enfin tout ça. Et je suis personnellement aussi très heureux de te retrouver. Je ne sais pas si ça se dit, mais comme je t'ai connue presque petite et que je t'ai vu grandir, etc., tu n'as pas changé. Moi, j'ai pris 50 kilos et j'ai perdu tous mes cheveux, mais je suis tellement heureux de te retrouver. Donc, merci de m'accueillir chez toi. Merci. Tout d'abord, en fait, la question est peut-être un petit peu téléphonée, mais Nicolas Rossignol, en voilà un joli nom. Est-ce que pour un Rossignol, la musique est essentielle à ta vie? Ouais, et alors je vais même aller plus loin. Ça, c'est un truc dont je peux parler à personne parce que où ça fait ridicule, où tout le monde s'en fout. Mais non seulement la musique, mais le sifflement. En fait, je dois être le mec qui siffle le plus. Alors, soit c'est parce que toute ma vie, j'ai voulu justifier mon nom de famille. En fait, quand tu t'appelles Rossignol, soit tu sais skier, soit tu sais siffler. Et comme moi, je sais très bien skier, ben voilà, je me mets à siffler. Donc, la musique, oui. Le sifflement, oui. La chanson sous ma douche, oui. Mais je suis un chanteur frustré, un musicien frustré et un siffleur amateur, donc un peu comme beaucoup de monde certainement. On avait Thomas Dutronc dans l'art des confinés il y a quelques jours, qui nous a fait quand même une chanson sifflée. Donc, euh, Oui, donc toi, tu pourrais le faire, ça? non. Alors je Non, t'explique, quand j'ai vu Thomas le faire en fait avec toi, je ça trouvais t'a- ça tellement bien et puis voilà, et comme je l'admire beaucoup si tu veux. En fait, en gros, quand tu arrives à la cheville des autres, il vaut mieux la fermer et rester à la cheville, tu sais, regarder vers le haut. Donc voilà, moi je reste à la cheville. Et puis tu ne connaissais pas, mais il y avait Micheline Dax qui faisait des spectacles autour de ça. C'était il y a 2 ou 3 siècles certainement. Enfin bref, donc ouais, je vais pas le faire aujourd'hui, mais un jour peut-être. Donc, tu es journaliste, animateur, tu l'as été pendant 15 ans sur TF1, France 2, France 5, France Info, Chérie FM, Nostalgie et j'en passe. Tu es le plus jeune, tu as été le plus jeune lauréat d'un 7 d'or, c'est bien ça? Ouais. C'est un truc de dingue. Parle-moi de ce métier complètement passionnant qu'est le journalisme. Alors, je vais même te parler de ses racines. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à la base, je suis un paysan de l'Aveyron. Et comme je ne savais rien faire de mes mains, il n'y a qu'un truc que je savais faire, c'était parler. Alors ça, je peux te dire que mes profs, mes sœurs, certainement mes parents pourraient en parler avec les yeux levés au ciel. J'exaspérais tout le monde. Donc en gros, dans la vie, quand tu ne sais faire que parler, il faut trouver un boulot dans lequel tu ne pourras que parler. Et donc, je dis souvent, je suis le seul Aveyronais qui a raté sa vie parce qu'en fait, ils ont tous des bistrots à Paris et moi, j'ai échoué journaliste. Et en fait, je suis arrivé à Paris pour rentrer dans une école de journalisme et tout simplement parce que, en plus de vouloir parler, de savoir peut-être un peu parler, j'étais surtout très très curieux. Je posais des questions mais en permanence et donc l'idée c'était de trouver un métier qui coche ces cases-là. Donc je l'ai trouvé dans le journalisme et en fait je suis arrivé à 18 ans à Paris et avec beaucoup de travail et puis aussi une part chance assez importante, bah, je me suis retrouvé à travailler à la télévision et à la radio assez rapidement. Tu as toujours voulu faire ça? C'est un rêve de petit garçon? Ouais, oui, parce que c'est marrant que tu me poses la question. Le confinement permet certainement à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui de fouiller en fait dans ces archives. Tu es obligé de ranger ton appart, ta maison, de faire les archives parce que tu n'as rien d'autre à faire en confinement. Et moi, dans mes archives, j'ai retrouvé des vieilles cassettes. Et à l'époque, sur l'époque où le Internet n'existait pas, où ces nouvelles technologies, etc., on avait un radiocassette. Et moi, chez moi, j'enregistrais des émissions radio sur mon radiocassette. Et je devais avoir 8 ans sur la première émission radio. Donc, je faisais l'animateur, j'enregistrais, je coupais. Ensuite, je m'annonçais comme chanteur et donc je me mettais à chanter. Et puis ensuite, je faisais les journalistes parce que je me posais des questions. Et évidemment, tout ça en cachette parce que j'étais super honteux de le faire. Quand, en fait, ton parcours exactement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais en fait dire à un petit garçon qui veut être journaliste? Alors, tous les jeunes aujourd'hui qui me parlent de leur envie d'être journaliste, euh, j'essaie de leur demander pourquoi.
pourquoi tu as envie de ça? Et surtout, qu'est-ce qui te fait penser que tu pourrais être un bon journaliste? Pour moi, la première des qualités du journaliste, c'est la curiosité. C'est s'intéresser aux autres. Et je vais même aller plus loin. Un truc qui peut paraître tarte à la crème et qui pourtant ne l'est pas du tout, qui est méga important, c'est juste il faut aimer les gens, il faut aimer les autres, il faut être curieux. Et donc, je leur pose souvent cette question. Et puis ensuite, je leur dis, avant même de penser être journaliste, il va falloir que ta curiosité, tu l'assouvisses. Alors, tu as 12 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans. Il faut que tu l'assouvisses en lisant. Il faut lire, lire, lire. Alors, tu vas lire des romans, il faut lire beaucoup de choses dans l'actu, il faut tout savoir. Euh, L'autre qualité du journaliste, pour moi, c'est la polyvalence. J'ai toujours détesté quand on me disait, mais tiens, je cherche un journaliste sportif ou un journaliste culinaire. Enfin, attends, ou tu es sportif ou tu es journaliste, ou tu es cuistot ou tu es journaliste. Mais si tu es journaliste, tu peux être cuistot, tu peux être sportif, mais il faut aussi t'intéresser à la politique étrangère, à la géopolitique, etc. Donc, je pense que la première qualité, tu peux devenir le spécialiste du tennis en France, mais ça ne t'empêche pas d'être connaisseur aussi, d'avoir une culture générale dans tous les autres domaines. Et ça, pour moi, c'est une qualité énormissime qu'il faut avoir. Et comme j'adorais me plonger dans des bouquins, j'adorais lire, j'ai bouffé des livres, mais toute ma jeunesse, j'ai la chance, et je remercie mes parents de m'avoir donné ce goût de la lecture. Et finalement, ça m'a nourri, donc ça m'a donné envie d'aller encore un peu plus loin. Donc c'est ce que je dis à cette nouvelle génération qui a envie de rentrer dans le journalisme. Il faut lire, 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 il faut se renseigner, il faut poser des questions en permanence et surtout être très curieux. Quand tu parles de lire, tu parles de bouquins. Est-ce que tu as des auteurs, parce que lire est un art, l'écriture est un art, et on est là pour parler d'art. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont vraiment bouleversé et marqué, justement, en tant que grand lecteur? Ouais, mais alors c'est très marrant parce que ça va être des bouquins de mon enfance. J'en ai retrouvé là dans ma bibliothèque autour de moi. Il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est Pénac, Daniel Pénac, avec vraiment la tribu des Malocènes. Ça, c'est quelque chose en fait qui m'a guidé énormément. Et puis j'ai eu Picouli, j'ai lu Mon Bel Oranger, j'ai lu Le Petit Nicolas. Alors déjà ça m'a donné envie. Et puis plus tard, j'ai commencé à aimer picorer partout. Je me forçais en fait à lire des trucs qui de prime abord ne m'attiraient pas. Et je suis tombé mais fou amoureux, très bizarrement, alors que c'était pas du tout mon domaine de départ. Je suis tombé fou amoureux des polars, en fait. Il y a une auteure que j'adore, qui est Fred Vargas, qui est historienne, qui est juste incroyable. Et alors, je vous conseille de lire Temps glaciaire, notamment de Fred Vargas. Et puis, j'aime beaucoup, en fait, un géographe, prof de géo aussi, à l'université de Rouen, je crois ne pas me tromper, qui s'appelle Michel Bussy, et qui écrit des livres qui sont des best-sellers maintenant à travers le monde. Voilà. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on me raconte des histoires, mais je crois que le summum, et je terminerai là-dessus, mais celui qui m'a donné tellement envie de lire et certainement d'écrire, un qui avait l'art de raconter les livres, et je peux même en parler au présent parce qu'on peut toujours le lire, évidemment, c'est Marcel Pagnol. Et ben écoute, Pagnol, pour moi, c'est l'auteur qui n'a pas d'âge et les livres qui n'ont pas d'âge. Donc voilà, Pagnol a peut-être fait un peu ce que je suis devenu aujourd'hui. Ça, c'est une belle phrase. Tu as été journaliste à la télé, à la radio aussi. C'est quoi la différence d'être un journaliste de télévision ou un journaliste sur les ondes? Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Quelle est ton expérience par rapport à ces deux domaines très distincts, en fait? Alors, je vais te montrer en une seconde la différence. Journaliste à la télévision, je suis là en train d'interroger, de discuter avec quelqu'un, etc. Ce qui m'aide dans la discussion, c'est qu'il peut y avoir un blanc parce qu'il y a le décor. Il peut y avoir des images d'illustration, etc. À la radio, voilà comment ça se passe en une seconde. Et là, comme tu n'as plus d'images autour de moi et comme tu n'as plus rien pour illustrer, il va falloir que je te raconte en fait ma forêt de livres en fait qui est à côté de moi, ces papiers, ces lettres qui se trouvent dans tous ces ouvrages autour de moi et qui me permettent de voyager. Et dans ce que toi tu vois noir, moi je vois la couleur parce que je dois te raconter le voyage. Et en fait, c'est ça toute la différence. La passion de la radio, c'est juste expliquer à des auteurs qui ne font jouer qu'un seul sens, Louis, c'est les emmener avec toi, les emmener en voyage. Et donc, tu dois leur raconter. Tu dois leur raconter ce que tu vois,
ce que tu sens, ce que tu ressens, ce que tu entends aussi au loin et qu'ils n'entendent pas à travers ton micro. Et je crois que c'est l'art le plus complexe et vraiment le plus magique. Et je vais te faire une confidence pour tous les gens dans mon milieu qui ont travaillé et à la télévision et à la radio. Je crois pouvoir te dire que 99% d'entre nous, on est capable d'arrêter la télévision, mais c'est très compliqué d'arrêter la radio. Et pour des raisons personnelles, et on va en parler plus tard, mais j'ai donc arrêté les médias pour créer une association et m'occuper des autres, donc ce qui me comble au quotidien. Mais la seule chose qui me manque, c'est vraiment la radio pour ce lien-là. La télévision, j'ai adoré en faire pendant 15 ans. Et le seul truc qui me manque, c'est la radio, notamment pour ce que je t'ai raconté là. Donc la radio, en fait, si je te suis, c'est une espèce de... Il faut avoir quelque part une hypersensibilité, parce qu'en fait, ça développe plein de sens, plein de façons de ressentir et de devoir décrire en fait les choses, effectivement, juste avec la parole. C'est ce que je te disais tout à l'heure, finalement, c'est la curiosité. À partir du moment où tu es curieux de l'autre et où tu apprends à l'aimer, je ne parle pas d'aduler, d'adorer, de quoi que ce soit, mais en tout cas, aimer, c'est-à-dire être curieux de l'autre. Mais tout simplement être curieux d'un paysage, forcément, tu as cette curiosité et cette curiosité, tu as envie de la transmettre. Moi, je suis fils d'une enseignante. Donc ma mère, toute sa vie, je l'ai vue avec l'amour énorme de la passation, en fait. Elle adorait passer les choses. Et c'est peut-être en la voyant faire que j'ai appris, moi, à aimer passer, transmettre beaucoup de choses. Et donc, comme je suis un curieux, en fait, tous mes potes se foutent de moi quand on part en vacances ensemble, quand on part au ski ensemble. Tu m'entendras, j'ai 44 ans, hein, je suis encore un enfant, mais tu m'entendras encore aujourd'hui m'arrêter dans les Pyrénées. Avant d'arriver à Luchon, je regarde la montagne et je dis, mais qu'est-ce que c'est beau! Et les copains se foutent de moi en disant, bah, ça va Nico, c'est une montagne. Non, non, c'est pas du tout une montagne. Ce que je vois en face de moi, c'est totalement différent de ce que je vois de ce côté-là ou de ce que je vois de ce côté-là. Et en fait, tout ça fait que je suis tellement amoureux de ce que je vois en permanence, je suis curieux et j'ai réappris peut-être ou appris à être curieux des moindres petites choses. Alors, ça fait un peu cucul-à-pral quand je te le raconte, et pourtant, c'est intrinsèquement ce que nous devons être, nous les êtres humains, c'est encore curieux de ce qui nous entoure pour au moins survivre et accepter ce qui nous entoure. Justement, on parle de faire attention aux petites choses, aux petits plaisirs de la vie, se recentrer aussi un peu sur soi. On vient de passer une période complètement inédite, donc le confinement dont tout le monde parle. On va essayer de ne pas être aussi bateau que tout ce qui peut être raconté. Je vais essayer de m'en sortir. Est-ce que tu as l'impression, toi, en 55 jours, d'avoir changé? Là, tu me parles de nature, de quelqu'un qui aime regarder les paysages différents. Est-ce que toi, le fait d'être un Aveyronnais, justement, d'être confiné à Paris, par exemple, est-ce que ça a développé des choses chez toi? Oui, parce que je vais te dire, je crois la chose la plus fantastique à découvrir et certainement la plus compliquée, c'est soi-même. Et en fait, quand tu te retrouves dans cet exercice-là, finalement d'un confinement de force, moi je suis dans 42 mètres carrés à Paris. C'est mon petit appart, je suis locataire d'un truc depuis 20 ans, vraiment bref. Et je suis là-dedans. Le jour où on m'annonce le confinement, j'ai le choix. Soit je retourne sur mes terres aveyronnaises, soit je reste là. Et j'ai vu tous les copains parisiens qui se barraient parce que, alors d'abord certainement pour des bonnes raisons, mais certains, je sais, ils se sont barrés parce qu'en fait, ils avaient peur de se retrouver face à eux-mêmes. Alors je me le suis pas dit le jour J, hein, je me dis ça avec 2 mois de recul. Et en fait, je crois que moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'était de me retrouver avec moi-même. Alors, j'ai déjà fait du travail avec des psys, hein, et ça m'a vachement aidé parce que j'ai appris finalement à me regarder dans un miroir, ce qui est assez compliqué. Mais là, c'était encore plus prégnant. Me retrouver pendant minimum 55 jours, et il se trouve, on en parlera tout à l'heure aussi, mais dans ma profession, en fait, mon boulot est à plat, j'ai 0 business jusqu'à septembre. Donc, j'ai jusqu'à septembre pour être avec moi-même. Et bien, ce truc-là, soit ça te fait énormément peur, soit au contraire, tu te dis, je pars à l'aventure. Et moi qui suis un grand voyageur, qui adore repartir, découvrir la forêt amazonienne, je fais des treks en Amazonie, je fais des treks sur des îles perdues en Asie, etc. Et je crois que le plus beau trek et le plus intense, c'est peut-être celui que je viens de vivre pendant ces 2 mois et demi. Et évidemment, je n'ai surtout pas fini de faire ce chemin-là. Il me reste jusqu'à 128 ans, évidemment.
Mais voilà, en tout cas, ce chemin, j'ai commencé à le parcourir. J'avais commencé un tout petit peu avant, mais là, avec une intensité particulière. Ben, écoute, je me suis régalé et j'ai découvert énormément de choses qui m'ont plutôt plu. Ah ouais, tout t'a plu? Tu t'es pas découvert un espèce de défaut là face à toi-même où tu t'es dit oh non, 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 mon Dieu, pas celui-là. Mais si, mais plein de défauts. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression que ce qu'on doit apprendre à aimer chez l'autre, ce sont aussi les fêlures. En fait, on en a ras-le-bol des gens qui ressemblent à des icônes de catalogue. On en a ras-le-bol des gens qui parlent comme des catalogues. Et on en a ras-le-bol de gens qui s'habillent ou qui vivent comme dans un catalogue, alors soit d'une belle maison, soit d'un truc people, parce qu'il faut avoir comme ça. Non. Et en fait, j'allais dire tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, de toutes ces images en fait un peu surfaites. Déjà, moi, c'est un truc qui commence à me débecter. Et donc, je me dis, je vais revenir à un peu plus de moi-même. Donc, j'ai découvert mais plein de défauts. Et ça fait super mal à chaque fois. Et en même temps, je me dis, ben, c'est un peu dans mon ADN. Donc, il y en a certains que je vais apprendre à travailler. Et puis d'autres, je me dis, écoute, c'est plutôt pas mal, quoi. Et dernière chose, ce que tu vois autour de moi, c'est souvent des objets que j'ai rapportés du bout du monde. Et quand je vais dans une tribu, dans une communauté d'Indiens, par exemple, le long du fleuve Tapajos, on est là dans le nord-est du Brésil, et quand cette communauté d'Indiens t'accueille et que tu vas rencontrer leurs coutumes, etc., à la fin, comme ils ont besoin de croûter, ils vont te vendre des trucs qu'ils ont fait. Alors, ils ont monté une mini-boutique et ils ont fait plein d'objets, etc. Et tous les mêmes, les objets. Alors, c'est super mignon parce que tu as envie de les aider, mais moi, je n'ai pas envie de ces objets-là. Les objets qui m'intéressent, c'est ceux que je vais trouver, en fait, dans leur cabane qui leur sert d'habitation. Et en fait, je vais aller chercher chez eux un masque, un panier usé, un vieux chapeau bien abîmé, bien poussiéreux. Pourquoi ? Parce que je vais y voir plein de défauts. Et en fait, je préfère acheter ces objets qui ont plein de défauts, parce que ces défauts, en fait, ce sont les rides qu'on a sur le visage, c'est du vécu, plutôt que des trucs qui sortent, pas d'usine, mais en fait, qui se ressemblent les uns aux autres. Eh bien, c'est ce que j'ai trouvé en moi. Finalement, je me suis rendu compte que toutes les rides et tous les défauts, toutes les crevasses, toutes les fêlures que je pouvais avoir, pouvaient donner un intérêt particulier, en fait, à la patine du temps. Donc, voilà, j'essaie de m'accepter comme ça et c'est une chouette découverte. Tu as interviewé plus de 2000 personnalités. Alors, c'est complètement énorme. Emblématique de tout univers des présidents de la République, des artistes, des sportifs nationaux, des spationautes. Mm. Quand on connaît un petit peu ta carrière, c'est quand même assez éclectique, j'ai envie de dire. Quelles sont les entrevues qui t'ont le plus bouleversé ou marqué quels sont tes souvenirs comme ça On parlait justement de justement se découvrir. Quelle personne tu t'as pu découvrir comme ça qui t'a vraiment assis, comme on dit? Alors, je vais te faire deux réponses. La première, je me suis rendu compte en ayant interviewé plus de 2000 personnes alors, à la télévision et dans mon métier aujourd'hui depuis 15 ans, j'ai dû multiplier par 3 le nombre. En fait, le nombre, on s'en fout. C'est juste que je me suis rendu compte, en fait, d'abord qu'on était tous pareils. Et on est entre toi et moi, il n'y a personne qui nous regarde. En fait, j'imagine toujours ces gens-là que l'on met sur des piédestals. En fait, on va tous aux chiottes de la même manière. Et en fait, si tu veux, on a tous les mêmes trucs au quotidien. Et en fait, on se douche de la même manière, on va aux chiottes de la même manière, on bouffe de la même manière. Donc, à partir du moment où tu te dis que l'être humain est le même, pourquoi les regarder avec un truc de papier glacé, etc. Donc, déjà, j'ai appris à regarder l'humain avant le papier glacé. La deuxième chose, j'ai fait en effet des belles rencontres. Je fais souvent une confidence en disant que j'ai une chance énorme depuis 25 ans que je fais ce métier-là à la télévision ou aujourd'hui sur scène dans des événements. C'est qu'en fait, je suis payé pour apprendre. J'ai rien foutu à l'école jusqu'à 18 ans. J'avais des capacités, mais je ne les utilisais pas. J'étais un élève dissipé, pardon à tous mes professeurs. Et depuis, en fait, j'ai compris l'intérêt de découvrir, d'apprendre, donc je suis payé pour apprendre. Et en fait, je me suis nourri de tous les gens que j'ai pu rencontrer, pas tant sur l'importance qu'ils avaient sur leur carte de visite, dont on se fout pas mal, parce que je pense aussi à l'après. Le jour où on sera dans un cimetière, les uns et les autres, hein, la carte de visite, on s'en fout, quoi. Voilà, donc j'ai découvert des gens passionnants.
Et si je devais te donner les extrêmes des gens passionnants, il y a évidemment celui que je rêvais de rencontrer depuis longtemps, qui est Buzz Aldrin, qui est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, après Neil Armstrong. Buzz Aldrin, de passage à Paris, accepte que je l'interviewe pendant 2 heures. Et je devais avoir 24 ans ou 25 ans. Donc je me suis régalé. On était sur France 5 à l'époque. J'animais une émission qui s'appelait Les Écrans du Savoir. C'était la matinale de France 5, tous les matins en direct. Donc j'ai rencontré Buzz Aldrin, incroyable quand il te raconte son épopée dans l'espace. Et l'autre personne qui peut-être m'a le plus marqué, c'est un pêcheur dans une tribu au Mali. J'ai eu la chance d'aller au Mali avant ce qui se passe aujourd'hui, et j'ai eu la chance de partir pendant 1 mois là-bas pratiquement. Et j'étais dans une tribu, la tribu des Bozo. Les Bozo, c'est un peuple, en fait, ils vivent sur le fleuve Niger. Et sur le fleuve Niger, donc ils traversent notamment le Mali, il y a des petites îles. Et en fait, ce sont des pêcheurs. Et eux, c'est très marrant parce que ils construisent des maisons quand ils arrivent sur une petite île. Alors, ils sont 20, 30, 40, mais sur un petit truc, voilà, un petit bout de terre au milieu de l'eau. Et chaque fois que les eaux montent et que les eaux commencent à atteindre leur domicile, en fait, ils ont prévu, toutes leurs cabanes sont pliables. Et en fait, tout est en bambou. Donc, ils replient tout, ils mettent ça sur des pirogues et ils vont sur les autres îles qui sont un peu plus hautes. Et ces pêcheurs bozo ont une technique très particulière, c'est qu'en fait, ils pêchent en apnée. Et on est parti en pirogue avec eux. Je présentais mon émission là-bas, mais en plus, on tourne un documentaire sur eux. Et en fait, ils vont plonger. Ils vont rester, les gars, mais pendant 2 minutes, alors que moi, dans ma baignoire, je suis incapable de tenir. Au bout de 12 secondes, je ressors. Et ils vont tenir sous l'eau. Et en fait, ils vont te raconter quelque chose dans la pirogue. Quand tu leur dis, mais tu n'as pas peur des crocodiles, tu n'as pas peur des bêtes, etc. Ils te disent non, parce que moi, sous l'eau, s'il y a un danger, je me transforme en crocodile. Et pourquoi je te dis ça? C'est que, vu de ma petite curiosité à moi, tu m'aurais raconté ça dans un salon, mais j'aurais éclaté de rire. Et là, je suis avec un gars qui incarne ce truc, il croit tellement qu'on s'en fout de savoir si j'y crois ou si je n'y crois pas. Je suis face à quelqu'un qui me partage sa croyance et qui a l'impression qu'en fait, il est invincible parce que sous l'eau, il se transforme en crocodile. Ben, je l'ai écouté, je l'ai respecté. Ben, ça fait partie, parmi les milliers de gens que j'ai rencontrés, de rencontres opposées l'une à l'autre, un qui va sur la Lune et l'autre qui descend sous l'eau pour survivre. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça qui me nourrissent et qui m'ont nourri et qui me nourrissent au quotidien. Est-ce que quand on interviewe quelqu'un, on est plus impressionné par, je sais pas, quelqu'un qui va incarner quelque chose qu'on aime profondément, par exemple un artiste, ou est-ce qu'on est plus impressionné par cette espèce de hiérarchie sociale qu'on a tous, c'est-à-dire un président de la République, un Premier ministre, qu'est-ce qui impressionne le plus ? Je vais te dire ça spontanément, et c'est ce qui a nourri tout mon petit parcours depuis 25 ans. Je suis beaucoup plus impressionné par ce que les gens font ou ont fait que par leur titre. Et je reviens à ça, on n'en a rien à faire du titre. Je te raconterai tout à l'heure en coulisses mon boulot de coach parfois avec notamment des ministres ou des gens à haute responsabilité. Mais juste là-dessus, je suis impressionné par des gens qui ont une carrière de dingue, mais une carrière de dingue d'artiste. Parce qu'en fait, ils ont façonné leurs morceaux de musique, ils ont façonné avec leurs plumes des textes, parce qu'ils ont écrit des bouquins, parce qu'ils sculptent. En fait, je suis fasciné, parce que les gens ont réussi à façonner. Le titre, on s'en fout royalement. Et en fait, je vais même te dire que les gens qui ont un titre, alors tu parles de président de la République, on va les avoir tous interviewés, en tout cas ceux que j'ai connus depuis 25 ans, ou les ministres, ou peu importe. En fait, ces gens-là, ils en ont marre que les gens les badent et les regardent vraiment comme des statues à glorifier. Et l'approche que j'ai toujours eue avec eux, c'est de leur parler de manière très cash, avec beaucoup de respect. Je respecte autant mon petit sculpteur indonésien comme président de la République, mais je suis beaucoup plus admiratif de mon petit sculpteur indonésien comme président de la République. Je respecte la fonction.
Mais voilà. Donc, ouais, faut jamais se laisser impressionner. En revanche, il m'est arrivé à 2-3 reprises dans ma vie de rester très intimidé, justement face à des gens qui avaient une telle carrière et un tel savoir-faire, et qui plus est, une telle humilité en plus. Et ça, je crois que l'humilité en face de monstres de la musique, de la littérature, etc., ça, c'est des choses qui m'ont fait fondre très souvent et m'ont vraiment déstabilisé. C'est quoi la peur d'un journaliste? La peur d'un journaliste en général, je vais te dire, je fais souvent le distinguo entre le stress, la peur dont tu parles, et le trac. Euh, le trac, je l'ai tous les jours. J'anime des événements tous les jours. Enfin, j'animais avant le confinement, j'espère en animer après. J'anime des événements devant 500 ou 1000 ou 15 000 personnes toutes les semaines. J'ai le trac. Et j'ai le trac tous les jours. Je vais même te dire, j'ai eu le trac il y a quelques minutes quand je devais prendre la parole devant toi. Parce que le trac, en fait, c'est cette petite adrénaline, c'est ton corps et ton esprit qui se rappellent que tu te mets en danger à chaque fois que tu fais quelque chose. Et pour moi, ce truc-là, faut surtout pas l'enlever. Le trac, faut surtout pas l'enlever, faut vivre avec. Et moi, je suis ravi de l'avoir tous les jours. En revanche, le stress, puisque tu me parles de la question de la peur, le stress, je l'ai pas. Je l'ai eu à l'époque, mais je l'ai pas parce que j'ai appris en fait la meilleure arme pour combattre le stress, c'est le travail. En fait, le journaliste qui est stressé, c'est peut-être qu'il n'a pas travaillé son sujet. Le journaliste a très souvent une arrogance particulière de penser que puisqu'il est journaliste, il peut tout se permettre, puisqu'il est journaliste, il connaît tout, et puisqu'il est journaliste, évidemment, il va y arriver. Ben non. J'ai dû avoir cette arrogance-là quand je débutais. J'ai pris quelques claques dans ma figure, certainement, qui font que j'ai appris à travailler, 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 préparer, préparer, préparer. Donc, finalement, ces angoisses-là, elles peuvent s'éloigner rapidement si on y travaille, mais il n'y a pas de secret. C'est comme dans ton métier, dans tous les métiers. On parle du trac, des choses qui font peur. Est-ce que tu as la pire chose que tu as vécue en tant que journaliste? Une anecdote vraiment, je ne sais pas, de quelque chose qui ne se passe pas comme il faut que ça se passe. Je suppose qu'il y en a plein, mais la pire dont tu te rappelles. Pas la plus grave, hein, mais la plus, voilà. Euh, ouais, c'est une très bonne question. Je suis sûr qu'il y en a plein. Mais tu vois, quand on parlait du cheminement que l'on a les uns sur les autres, moi j'ai tellement appris euh, à dépasser tous les jours le négatif, ce qui fait mal, ce qui te tire un peu vers le bas. J'ai appris en fait d'abord à l'analyser, puis ensuite à l'évacuer. Alors c'est quelque part, hein, c'est quelque part dans ma bibliothèque interne, mais j'ai appris à l'évacuer. Euh, ouais, comment te dire, j'ai forcément eu des stress particuliers. Quand j'anime un événement, par exemple, il m'est arrivé à quelques reprises d'animer, par exemple, un événement sur scène avec un gouvernement entier sur scène, donc Premier ministre et une tripotée de ministres. Et tout d'un coup, tu as des gens qui grimpent sur scène pour, au pire, casser la gueule du Premier ministre ou au mieux prendre le micro, arracher, vitupérer, en expliquant que, je sais pas quoi, il a un problème avec son chauffe-eau. Bon, bref. Et à ce moment-là, tu es entre. Tu ne sais pas, en fait, si la personne va venir égorger la personnalité qui est derrière toi. Et tu ne sais pas si finalement l'autre est juste un peu vindicatif. Mais tu ne peux pas le savoir. Parce que finalement, un type égorgé sur scène, c'est déjà arrivé dans le monde entier. Donc voilà. Et à ce moment-là, j'ai appris à garder le calme terrible. Avec un instinct de survie, c'est tout bête. Hein, mais c'est d'aller me positionner pile pour masquer la personne la plus importante. Alors à ce moment-là, c'est un Premier ministre. Ce qui est très marrant parce que quand tu vois comment je suis gaulé, si tu veux, le gars en face de moi, il fait une bouchée de moi avec le petit doigt, il me bouscule. Et voilà. Mais bref, tu as cet instinct en fait de protéger l'autre. Et puis après, très calme au micro. Bonjour monsieur, je ne vous ai pas donné la parole, je vous invite à rejoindre votre place. Je vous la donnerai tout à l'heure certainement. Mais ici, c'est moi qui commande, vous ne prenez pas la parole. Et en fait, tu te demandes comment tu arrives à sortir un truc aussi calme alors que tu boues de l'intérieur. Bon voilà, un peu de sophrologie certainement en passant par là a dû me faire du bien. Alors, le journaliste avant, c'était celui qui était par toute situation là à tenir son micro à la personne questionnée. Maintenant, les nouvelles technologies sont présentes partout.
Aujourd'hui, par exemple, on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas dans la même région, on est dans le même pays, mais pas dans la même région. Et pourtant, ça marche et ça marche bien. Est-ce que on entre vraiment dans la nouvelle ère du journalisme? Oui, et à plusieurs titres. La première, elle est technologique, tu en parles là. C'est-à-dire que j'ai animé il y a quelques jours un événement international sur Internet avec des gens qui se trouvaient en Asie, des gens qui se trouvent au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis. Et en fait, autour de moi, sur cet écran-là, j'avais des gens de tous les continents qui se parlaient avec une rapidité nickel. Donc, tu peux avoir quelques problèmes techniques, mais en l'occurrence, il n'y en a pas eu. Donc, la technologie, le digital nous facilite tout ça, évidemment. Et moi qui aime bien voir le verre à moitié plein, je ne vois que les choses positives, même s'il y a certainement beaucoup de négatifs dans la distanciation sociale. Et il ne fallait pas attendre le Covid pour se rendre compte que parfois le digital peut justement provoquer cette distanciation. Mais en tout cas, ça permet un rapprochement avec des gens du bout du monde. Pendant le Covid, pendant le confinement, on s'est rendu compte que ça rapprochait des petits-enfants avec leurs grands-parents dans les EHPAD. Rien que pour ça, la technologie, elle est juste géniale quand tu vois l'émotion. Voilà, nous, dans notre engagement dans les hôpitaux, ce sont des ateliers sur Internet qui nous ont permis d'occuper les enfants hospitalisés tous les jours. Donc ça, c'est un truc génial parce que l'outil permet au journalisme finalement de s'accélérer énormément. Le problème inverse que je vois, c'est que comme un peu dans tous les domaines, tout le monde peut devenir journaliste et dans tout le monde, il y a un peu n'importe qui. Mais n'importe qui, c'est n'importe qui. Non, 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 mais n'importe qui, c'est comme dans la musique. C'est tous ces pseudos. Enfin, tu vois, tu as des musiciens, alors on est entre nous, mais tu as des musiciens de merde qui ont une audience, qui ont des millions et des millions de vues sur Internet. Mais tu te dis, mais pourquoi on écoute ce mec-là qui a une voix de canard, qui fait de la musique avec ses pieds, etc., qui a des millions de vues, et puis une nana, un mec super brillant, musicien ou chanteur artiste, n'aura que quelques vues. Ben, voilà, il y a une sorte d'injustice. Eh ben, c'est la même chose dans le journalisme. Aujourd'hui, et je parle des médias tels qu'on les connaît, à la télévision, à la radio, on a une génération qui arrive et qui a l'impression que le journalisme, c'est montrer sa gueule. Et on est à l'ère finalement des influenceurs. Ils pensent qu'en fait, être journaliste, c'est être influenceur. Donc, c'est montrer sa gueule, venir donner son avis, dont on a un peu rien à foutre quand même, si tu veux, voilà. Et c'est aussi ce qui fait que j'ai quitté les médias à l'époque, parce que je sentais venir ce truc-là. Je m'y retrouvais pas. Et voilà. Et donc, le n'importe qui journaliste me gêne un peu. Ça permet évidemment, c'est chouette qu'on donne l'occasion à tout le monde de donner son avis, mais c'est quand même super rageant que certains le donnent. Parce que, évidemment, c'est la parole aux extrêmes, et puis c'est la parole aux fake news, et aujourd'hui, n'importe qui peut avancer n'importe quelle thèse scientifique. Un pseudo-journaliste va sortir une thèse scientifique. Il suffit qu'il trouve des gens qui ont le même niveau de QI que lui, c'est-à-dire proche d'une huître, et en fait, il va convaincre plein de gens de faire les trucs, mais complètement à l'encontre, et de se faire des cataplasmes d'ortie et des suppositoires, si tu veux, avec des pots de citron, pour se soigner d'une pandémie mondiale. Et ça, pour le coup, autant ça peut faire sourire, autant pour moi, je trouve ça très, très grave. Pareil, je partage ton point de vue. Dans tes nombreuses vies professionnelles, parce que finalement, tu as fait plein de choses, maintenant, tu es coach individuel et de groupe. Et tu fais des masterclass, et rien que pour le nom, j'adore le dire, d'art oratoire. Alors, explique-moi un petit peu ce que c'est que l'art oratoire. Alors, je vais d'abord te dire ce qu'est un coach. Moi, mon périmètre d'intervention dans le coaching, il est très simple. Je ne suis que dans l'art oratoire, l'art de convaincre, la prise de parole, ce qu'on appelle le média training. C'est tout ce qui tourne autour finalement de la prise de parole, qu'elle soit en télé, en radio, au téléphone, dans une réunion, etc. Et le coach, en fait, il doit être là normalement pour former des gens, pour les accompagner. J'ai toujours un peu de mal avec plein de potes qui deviennent coach du jour au lendemain, qui sont en pleine burn-out et en pleine dépression et qui vont apprendre aux gens à être heureux alors qu'eux ne le sont même pas et qui vont donner des leçons et des trucs un peu fumeux, un peu voilà. J'ai l'impression qu'en fait, le coaching doit d'abord se reposer sur des vraies techniques. Alors, il y en a qui le font bien en développement personnel,
il y a des fumeux. Et donc, moi, je ne suis qu'un technicien. Je vais juste apprendre à des gens ce que je pratique au quotidien, ce que j'ai appris pendant 15 ans à la télévision, à la radio, etc. En fait, je vais continuer à transmettre, être un passeur de savoir, un passeur de technique. Et en fait, l'art oratoire, c'est juste la manière de s'exprimer. Et je trouve que le plus beau cadeau que l'on puisse faire aux gens, c'est leur offrir des mots et leur offrir l'art de transmettre ces mots et l'art d'exprimer ces mots et d'exprimer une idée. Je trouve que ce que l'on trouve dans les livres, en fait, celui qui n'a pas la chance de savoir lire, de ne pas savoir écrire, ben derrière en société, il peut avoir du mal parfois à s'en sortir parce qu'il ne saura pas exprimer ce qu'il ressent ou ses opinions et pire, il ne saura pas se défendre. Donc moi, j'aime bien apprendre aux gens à utiliser les mots, à utiliser les vocabulaires, à utiliser toute la technique autour. Donc, j'apprends en effet à des personnalités, alors c'est des ministres, des chanteurs, des grands écrivains, des petits écrivains, grands ou petits, on s'en fout, voilà, et des managers, des dirigeants. Je vais leur apprendre en fait à pouvoir exprimer leurs idées. Et je dis souvent en fait que je suis coach et décoach. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des habitudes et qui disent attends, t'es gentil Rossignol, mais bon, tu comprends, moi ça fait 40 ans que je suis manager de la boîte, j'ai pas besoin, je sais comment faire. Je dis, bah, justement, c'est peut-être parce que ça fait 40 ans que vous l'êtes qu'il faudrait commencer à se poser des questions sur pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Et donc, en gros, le décoach que je suis va commencer à faire péter toutes les coutures de ces gens-là et en disant, tu sais quoi, on va juste enlever ce corset de nos vieilles habitudes, tu vois, ce truc dans lequel on est tous finalement engoncés, on va faire péter ces coutures-là et on va réapprendre. Alors, parce que le langage aujourd'hui change, parce que les habitudes changent, mais aussi parce que peut-être parfois les idées sont un peu vieillottes. Donc, je suis payé pour être coach, pour être des coachs et surtout pour être un miroir, en clair pour dire tout haut aux gens qui me payent pour ça, pour leur dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais ce que personne n'a osé leur dire. Sacré boulot. Passionnant. Ça, c'était pour le journalisme et le coaching. En 2005, une chose hyper importante se passe dans ta vie. Suite à ta rencontre avec un enfant malade lors d'un reportage, tout d'un coup naît tout le monde contre le cancer. C'est dans ça que je t'ai connue d'ailleurs, il y a un moment maintenant, où tu es président bénévole de l'association. Alors parle-moi de tout le monde contre le cancer, qui est l'histoire de ta vie, si j'ose dire un peu quand même. Ouais. Ah, vraiment. Et tu touches du doigt le truc qui m'habite, qui me fait vibrer tous les jours, etc. C'est mon job de bénévole avant d'être président. Je suis d'abord bénévole en plus. J'étais à TF1 à l'époque et à la radio à France Info. Et un jour, mon 492e reportage à TF1, c'est sur un petit garçon malade du cancer. Ce petit garçon est décédé quelques mois plus tard. Et là, j'ai commencé à me prendre une claque. Je me suis dit, mais j'ai rien pu faire. Et puis, j'avais l'utopie de mes 30 ans, si tu veux, à l'époque. Et à 30 ans, tu as envie de sauver le monde, tu as envie de changer le monde, etc. Et me sentant totalement démuni, je me suis dit, mais dis donc, je suis sur le premier média d'Europe qui est TF1. Je suis sur l'une des premières radios de France, France Info. Et en fait, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Chaque année, sur ces médias-là, je me mobilise avec les copains. Donc, on fait les enfoirés et c'est très bien contre la pauvreté notamment. Le SIDAction contre le sida et c'est vachement bien. Le Téléthon contre les myopathies, les maladies rares, c'est super bien. Mais contre le cancer, qui nous touche tous, il n'y a pas d'émission de télé, quoi. Il n'y a pas d'émission de télé, il n'y a pas de rassemblement national, il n'y a pas de vente de disques. Nous, les journaleux, on dit un tel est mort d'une longue maladie parce qu'on n'ose même pas prononcer le mot de peur de le choper, tu vois, en le disant. Et donc, il y a une sorte de tabou. Tu vois, la maladie est banale parce que tout le monde l'a et le nom est très tabou parce qu'on ne veut surtout pas le prononcer. Et donc, avec une utopie incroyable, à ce moment-là, je me dis, je vais monter un événement contre le cancer. J'en parle à mon patron à TF1 en disant, écoute, je prends 4 mois sabbatiques pour monter une opération contre le cancer. Est-ce que tu me suis? Oui, oui, TF1 te suivra, bon, très bien. Et donc, j'ai pris 4 mois sabbatiques pour changer le monde, parce que 4 mois, c'est quand même largement suffisant pour changer le monde quand tu as 30 ans. En gros, 4 mois, c'est le temps de trouver une baguette magique, de l'utiliser. Et puis quand même, comme je n'étais pas très, très courageux, j'avais pris que 4 mois sabbatiques parce que je comptais bien quand même revenir à la télé, remontrer ma tête, évidemment, parce que mon ego avait besoin d'être nourri, etc. Donc, je suis parti pour 4 mois sabbatiques.
Et en fait, je te fais un aveu, je suis dans ma 15e année sabbatique. Et en fait, non seulement j'ai pas repris la télé, mais j'ai pas du tout envie de la reprendre. Et ma vie a totalement changé à ce moment-là. Puisque tout le monde parlait du cancer avec beaucoup de tristesse, avec des potes à Villefranche de Rouergue, on a créé cette assoce et en fait, on l'a appelé Tout le monde chante contre le cancer parce qu'on voulait surtout pas s'appeler Tout le monde chiale. Donc on s'est dit, tout le monde pleure sur le cancer, tout le monde se plaint, etc. Sauf que les patients, ils en ont ras-le-bol d'avoir des gens qui viennent les regarder avec pitié. Ils en ont ras-le-bol de voir des gens qui disent « Ah mon pauvre, quel courage !» Non mais voilà, stop. Et donc, on s'est dit, bon, on va prendre le contre-pied, on va faire un truc joyeux. Et donc, tout le monde chante contre le cancer et est parti de là. Donc, on a enlevé le chante parce que, en fait, toutes les chorales de France nous appellent en disant bonjour, je chante, est-ce que je peux chanter? Oui, mais les 8000 chorales, en fait, on ne sait pas où les caser. Donc, en fait, on s'appelle Tout le monde contre le cancer et on organise 2 fois par an des concerts maintenant qui s'appellent Tout le monde chante. Et donc, cette aventure est née il y a 15 ans et aujourd'hui, c'est ma vie. J'y consacre 50% de mon temps et de mon argent parce que c'est un vrai choix de bénévole et je tente d'y être le plus opérationnel possible en 3 chiffres clés. J'ai 350 bénévoles et on fait 1000 actions chaque année dans 170 hôpitaux partout en France. C'est notre petit bâton de pèlerin et c'est notre manière à nous de tenter de changer un tout petit peu le monde. Alors, tu parlais donc de Tout le monde chante, mais donc depuis, tu as mis en place beaucoup de choses hyper diversifiées. Par exemple, Talk on Truck. Ah. Mais tu sais pourquoi? Mais en non. fait, on a, figure-toi que tous les hôpitaux nous disent, et les patients surtout, la bouffe, elle n'est pas top à l'hôpital. Tu l'as déjà entendu toi aussi? Ah oui, oui, j'ai déjà testé aussi, c'est vrai. Oui, tu as déjà testé. Ben voilà. Et en fait, comme c'est pas top à l'hôpital, les médecins, les cadres de santé, les soignants, tout ce que l'on connaît dans nos 170 hôpitaux partout en France, ont commencé à nous interpeller en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Et alors, nous au début, on s'est dit si on offrait des invitations au restaurant pour les patients et les familles. Les hôpitaux te disent ouais ben non, fausse bonne idée, parce qu'en fait les patients ne vont pas pouvoir aller au restaurant parce qu'ils sont alités, parce qu'ils n'ont pas envie, etc. Et donc, nous, on aime bien vriller un peu toutes nos idées. On s'est dit, s'ils ne peuvent pas aller au restaurant, on va faire venir le restaurant à l'hôpital. Et donc, on a créé le premier restaurant itinérant de France et du monde même, le premier food truck au monde. Ça s'appelle Talk on Truck. Et en fait, avec 51 chefs étoilés, chaque année, nous allons faire le tour des hôpitaux pour faire des journées gastronomiques avec ces chefs étoilés pour les patients à l'hôpital. Mais alors attention, hein, ça rigole pas. On a un programme de dingue pour cette journée gastronomique. On commence le matin par un brunch avec le personnel soignant. Alors, la crise du Covid a tout d'un coup mis le projecteur sur eux. Nous, ça fait 15 ans qu'on s'en occupe et d'autres assos depuis 150 ans. Le personnel soignant est évidemment clé dans la lutte contre la maladie, pour l'accompagnement, pour tout. Donc, nous, on aime bien leur dire merci dans tout ce que l'on fait. Et donc, le food truck, on commence avec le petit-déj du personnel soignant. On leur offre un brunch de dingue et en plus ils repartent avec des cadeaux. Ensuite à midi on a le déjeuner gastronomique. On invite le patient avec toute sa famille autour d'une table. Parce que toi, quand tu as envie de te retrouver avec des amis, avec ta famille, tu te retrouves autour d'une bonne table. Quand on a envie de se retrouver, c'est juste ça. À l'hôpital, la bonne table, elle n'existe pas. Dans la chambre, c'est compliqué, etc. Et donc on s'est dit, on va offrir cette table-là, le beau déjeuner, et on va dire aux patients, tu peux venir avec toute ta famille. Quand c'est un enfant malade, ça va être avec les frères et sœurs, avec les parents, grands-parents. Quand c'est un adulte malade, ça peut être le conjoint, les enfants, les amis, etc. Et donc, on offre ce repas gastronomique, un déjeuner de dingue. Et puis, l'après-midi, on va faire le concours du meilleur petit pâtissier de l'hôpital. Alors là, ça rigole pas du tout. On équipe tous nos petits patients d'une toque, d'un tablier et de tout ce qu'il faut. Et en fait, ils vont faire le concours de la plus belle tartelette de l'hôpital. C'est immangeable, hein, souvent. C'est immangeable parce que tu as la crotte de nez dedans, parce que. Voilà, mais on s'en fout. Ce qui nous a plu là-dedans, finalement, c'est le fait que les enfants aient pu s'éclater à faire quelque chose de leurs doigts. Ce sont des enfants qui sont balafrés par la maladie, qui n'auront peut-être pas l'autorisation de manger leur tartelette parce que, en fait, leur traitement impose qu'ils ne la mangent pas. Mais juste, ils ont eu plaisir à faire la plus belle des tartelettes. C'est souvent la plus moche parce qu'en fait, tu sais quoi, c'est le concours du topping. Donc, en gros, on met du topping. En fait, tu mets une montagne de trucs dessus, mais c'est pas très grave. En fait, ce qui est beau, c'est juste les rires, le bonheur et les yeux qui roulent de tous les gamins qui sont en train de faire ça. Et j'ai compris à ce moment-là que finalement, ma quête à moi de bénévole,
c'est d'aller chercher ces petits instants de bonheur. Parce que je ne suis pas un chercheur, donc je ne sais pas lutter contre les maladies. Je ne suis pas un médecin, donc je ne sais pas sauver des vies, je ne sais pas les rallonger. Je suis juste un bénévole. Et ce que j'arrive à faire, ou ce que je tente de faire en tout cas, c'est de rajouter une seconde de bonheur, une minute, parfois une heure, parfois une demi-journée, parfois une journée. Et ben voilà. Et donc, on arrive à distiller ces petits bonheurs, notamment à travers Talk on Truck et surtout à travers la bonne bouffe à l'hôpital. Talk on Truck, l'échappée rose, ça c'est plus pour peut-être les mamans. Les mamans ou les femmes. Ouais, et les femmes et les hommes aussi à l'hôpital, soit ils sont malades, soit ils sont accompagnants. En fait, on a créé le premier spa itinérant à l'hôpital. C'est la même chose. On aurait voulu leur offrir des séances de spa, de bien-être, dans un espace bien-être en ville, par exemple, mais qui peut être à 10 minutes, un quart d'heure, une heure de l'hôpital. Ils n'iront pas. Ils n'iront pas parce que tu n'as pas envie de quitter ta chambre de l'hôpital, parce que tu n'as pas l'esprit. Donc, on s'est dit, bon, on va venir avec le spa. Et donc, on a une vieille caravane américaine Airstream, tu sais, en aluminium. C'est une vieille caravane américaine, en fait, qu'on a réaménagée avec 2 espaces de massage, de lit. On a un espace pour un essayage de perruque, et puis on a un espace pédicure-manucure. Et en fait, on propose à ces gens qui sont là, mais aussi au personnel soignant, de leur offrir 1 heure dans une bulle pour oublier la maladie. Et pendant 1 heure, en fait, on va s'occuper d'eux. Ah, tu sais quoi? C'est le truc que peut-être ils n'ont pas fait depuis des années, voire jamais dans leur vie. Et tout d'un coup, on vient leur dire, écoutez, nous, on est une association, on est des bénévoles, et en fait, on veut juste vous remercier de ce que vous faites, soit parce que vous combattez la maladie vraiment au premier rang en tant que malade, soit parce que vous êtes de super combattants en étant des aidants et des accompagnants. On va vous remercier. Venez passer 1 heure, oubliez tout. Et en fait, non seulement ils oublient, mais souvent, c'est le moment de relâchement, le moment de bien-être, et il y a beaucoup, beaucoup de larmes. Il y a beaucoup de larmes dans ces moments-là. On a 2 socio-esthéticiennes en fait qui font ce métier-là parce que ça ne peut pas être fait par des bénévoles. Donc, ce sont des gens qui sont formés par des psys, par des médecins. Et nos socio-esthéticiennes en fait accompagnent ça. Alors, on verse des torrents de larmes à l'intérieur, et puis ensuite on ressort en ayant l'impression d'être mieux, de se trouver un peu plus beau, un peu plus belle, et surtout de se dire qu'il y a des gens qui ont pensé à nous, qui se sont occupés de nous. On continue, sans Noël pour 100 hôpitaux. Alors, 100 Noël dans 100 hôpitaux, c'est un truc tout bête. C'est qu'en fait, un jour, j'appelle un copain pour lui dire, dis donc, je fais un Noël à l'hôpital, t'as pas 12 Barbie? Il me dit, tu sais quoi, vous nous embêtez tous là. Parce que toi, tu me demandes 12, l'autre, il m'en demande 14, l'autre, il en demande 28, l'autre, 162. Il me dit, est-ce que tu crois que chez moi, j'ai un mec qui est payé pour faire un carton de 12, un carton de 14, un carton de 28, un carton de 162? Et il me dit, vous ne pouvez pas vous entendre, les associations, vous ne pouvez pas vous organiser. Et là, en fait, j'ai eu un déclic. J'ai dit, OK, est-ce que toi, tu es capable de me donner tout ton stock de jouets et je me débrouille moi pour en faire bénéficier les associations, les hôpitaux? Bah oui, ça m'arrange. Et donc, en clair, avec l'association Tout le monde contre le cancer, on est devenu le plus gros déstockeur en France de marchandises dans les entreprises, et notamment de cadeaux. En clair, on a à peu près 500 entreprises qui, chaque année, nous déstockent tous leurs invendus, leur packaging abîmé, leur fin de série. Tu as une palette de jeux, de jouets, ou une palette de je sais pas quoi, de tableaux, j'en sais rien, en fait, qui s'est cassé la figure. Donc, tu as le premier rang qui est pété, mais derrière, tu as toute la marchandise, en fait, qui est neuve. Alors avant, les entreprises jetaient, détruisaient, et maintenant, elles ne jettent plus. Donc, on protège l'environnement, on redonne une deuxième vie à ces cadeaux en fait, qui sont tout neufs, et nous, on en fait bénéficier nos 170 hôpitaux et nos 4000 ou 5000 familles chaque année. Et donc, on a créé 100 Noël dans son hôpital parce que plutôt que d'avoir chaque hôpital qui appelle pour avoir telle poupée ou tel nounours, en fait, on s'est transformé en centrale d'achat. Alors, c'est gratuit puisqu'on offre tout, mais en clair, on a pris toute la marchandise et on est capable d'offrir alors chaque année, c'est plus de 100 établissements qui nous demandent la fourniture pour Noël. Et donc, on leur donne les cadeaux, les guirlandes, les gâteaux, les boissons, et on leur fait venir des chanteurs, des musiciens, des artistes, des clowns, des jongleurs, pour faire leur fête de Noël à l'hôpital. Ça, c'est à Noël, mais je vais te faire une confidence. On a créé aussi, il y a presque 15 ans, le Noël d'été. Parce que on ne s'est jamais posé la question. Mais en fait, un gamin qui est malade, alors s'il est malade l'automne et qu'il reste un peu plus tard à l'hôpital, il aura Noël. Le gamin qui est malade au printemps, il a quoi, lui? Ah ben mon pauvre, va falloir que tu attendes décembre. Ben non, c'est trop injuste, comme dirait l'autre. Et comme c'est trop injuste, nous, depuis plusieurs années, on a créé le Noël d'été. Donc chaque année, dans la nuit du 24 au 25 juin,
on fait passer le Père Noël en short et en tongs. Donc le 25 au matin, quand les gamins se réveillent à l'hôpital, ils se réveillent et en fait, ils ont leur cadeau du Noël d'été. Et ce sont souvent des gamins qui vont passer l'été à l'hôpital et qui en fait auront eu les mêmes cadeaux que d'autres en décembre, etc. Donc comme ça, pas de jaloux. Et nous, ça nous permet de mettre une deuxième couche dans des dizaines d'hôpitaux partout en France et de rajouter de la fête à la fête. Eh ben, bravo, c'est incroyable. Pour faire partie de tout ça, en fait, pour être bénévole ou pour amener sa contribution dans cette superbe association, comment on s'y prend? Alors merci de me tendre la perche. Quand je te dis qu'on fait 1000 actions dans 170 hôpitaux, ça veut dire qu'il y a des milliers de missions parce que parfois il faut être plusieurs bénévoles. Le premier truc pour être bénévole dans notre association, c'est partager la philosophie de l'asso. C'est tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Donc moi je ne prends que des gens joyeux. C'est-à-dire en fait je veux des gens qui viennent au combat, non pas pour regarder les malades avec pitié, non pas pour avoir un esprit un peu morbide et prendre une photo avec un enfant chauve pour la mettre sur Facebook et en se disant waouh, tu te rends compte, j'ai sauvé le monde, j'accompagne un enfant chauve. Non, ça on ne veut pas. On veut des gens joyeux. Et en fait, notre contre-pied, il est quotidien. C'est que dans toutes nos actions, on ne fait que des trucs rigolos et joyeux à l'hôpital. Donc le premier truc, c'est d'être joyeux, de vouloir partir au combat. La deuxième chose, c'est d'accepter toutes les missions. C'est-à-dire que finalement, la mission d'un bénévole, elle est juste extraordinaire par sa finalité. La finalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai rendu un enfant, un adulte heureux à l'hôpital? Si lui ou elle a été heureux, heureuse, à l'hôpital, j'ai gagné. Mais si pour le rendre heureux, heureuse, je dois faire le sale boulot, parce qu'il va falloir empaqueter plein de cadeaux, parce qu'il va falloir charger des palettes en mettant des canapés qu'on nous a offerts, des télés que l'on nous a offerts, etc. S'il faut passer le balai, s'il faut faire la vaisselle, le machin, enfin, peu importe la mission, si vous venez avec l'envie de rendre les autres heureux, vous êtes les bienvenus. Et la troisième chose, vous connectez sur le site toutlemondecontrelecancer.net et sur Tout le monde contre le cancer ou TLMC, vous trouverez ça sur les moteurs de recherche. Vous allez sur l'onglet Je deviens bénévole et là, vous rentrez dans la tribu des polos roses et souvent, vous n'avez plus envie de repartir parce que c'est quand même une chouette team. On cherche des bénévoles partout en France et surtout, une petite précision, ne vous dites pas que le bénévolat est quelque chose de très chronophage. Moi, je prends des gens qui ont 1 heure dans l'année, 1 heure par mois ou 1 heure par semaine à me consacrer. Alors, si vous êtes à la retraite, au chômage ou envie de passer beaucoup plus de temps, évidemment, je prends. Mais si vous n'avez pas tout ce temps-là, mais que vous avez juste un tout petit peu de temps 1 ou 2 fois dans l'année, je prends. Donc ça, c'est du temps. Si vous avez des compétences, je prends. Si vous avez des talents, je prends aussi. Et si vous avez des réseaux, parce que les copains des copains des copains peuvent devenir des financeurs, des bénévoles, des artistes, etc., on prend. Bref, vous êtes tous les bienvenus. Il faut être un peu barré aussi, parce qu'on est un peu une bande de barrés. On adore se marrer aussi. Voilà. Et la dernière question, tu feras quoi dans ta prochaine vie, Nicolas Rossignol? Ça, c'est une chouette question. Je vais te faire un aveu. Je dis très souvent, en fait, je suis dans ma 4e vie. Alors, je ne parle pas là de réincarnation. J'ai eu ma première vie jusqu'à 18 ans, enfant, adolescent, le gamin normal, aimé par ses parents. Enfin voilà, donc j'ai eu cette vie-là. Ma 2e vie a été ma vie à la télévision et à la radio. Et donc, je me suis éclaté à faire ça. Ma 3e vie, c'est quand j'ai créé l'association et tout le temps que j'y consacre depuis, évidemment, et cette 3e vie ne va pas s'arrêter. Mais la 4e, elle est en train de naître et je me dirige un peu plus toujours avec l'association, mais vers mon job d'entrepreneur, parce que finalement, j'adore mon métier, j'ai envie de le développer parce que dans ce monde où finalement la communication est primordiale, mais j'allais dire la bonne communication est primordiale, j'ai l'impression qu'il y a encore des trucs à transmettre et des trucs à apprendre aussi. Donc ma 4e vie est celle-là, la 5e, elle viendra après, c'est celle qui me permettra. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à la Française des Jeux ou à la chance ou à je ne sais pas quoi, mais c'est celle qui me permettra de voyager encore plus. Parce que je suis un voyageur passionné. Je voyage seul, donc je suis un grand solitaire et un grand sauvage. Comme je passe mes semaines en fait avec mes 350 bénévoles ou avec les équipes de l'association ou à animer des événements, donc entre 1000 et 15 000 personnes, mais j'ai besoin d'être seul. Et donc, je fais mes voyages seul. Et donc, j'ai besoin de me dire qu'une prochaine vie sera celle-là, celle qui me permettra d'aller visiter
les pays, les contrées que je n'ai pas encore visitées et surtout d'aller à la rencontre de ceux qui, à mon avis, détiennent la vérité et qui vivent encore tout simplement dans leur forêt, sur leur île, dans leurs montagnes. Voilà, ce sont ces gens-là que j'ai envie de continuer à aller rencontrer et surtout la fermer et les écouter pour apprendre. Ce serait un beau mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était un Merci Aurélie. réel plaisir et extrêmement intéressant, mais je n'en doutais pas. Voilà, je suis Merci, contente que les gens puissent te découvrir, vraiment. c'est gentil. Merci à toi de ton accueil et je suis heureux d'avoir passé ce petit moment au milieu des vignes d'Astafort, même si ça Ouais, ne se voit pas. ça ne se voit Mais pas, tu y es. bah ouais. Alors je les imagine autour de toi, donc voilà. Merci aussi pour cette écoute que tu as. Et je voudrais terminer juste par un truc. Je voudrais te remercier de celle que tu es aussi. Et je voudrais remercier Aurélie pour celle qu'elle est, l'artiste qu'elle est. Et je trouve que celle que tu deviens, de l'adolescente que j'ai connue, est une femme formidable. Certainement une maman incroyable, mais une femme formidable avant tout, une artiste formidable. Donc je voulais te remercier pour ça, parce que tu fais partie finalement des gens que j'aurais rêvé d'être, c'est-à-dire des gens qui ont un talent pour chanter, pour écrire, etc. Donc pour exploiter tout ça. Donc ça, c'était mon premier mot. Et la deuxième chose, c'est un challenge que je voulais te lancer, parce que tu es super sympa de nous faire parler les uns et les autres, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui aimeraient mieux te connaître. Et tu verras que la chose n'est pas simple. Alors, je te lance une invitation. Tu fais parler beaucoup de gens, mais un jour, j'aimerais moi inverser les rôles et te faire parler. Donc, quand tu veux, dans les semaines à venir, on inverse les rôles et c'est moi qui fais ton interview ici sur ce même canal, si tu veux bien. Avec grand plaisir, vraiment. C'est signé. Super. Bah, écoute, je t'embrasse. À très bientôt. Je t'embrasse, merci à tout le monde et surtout retenez bien, ne soyez pas sage, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, mais ça, on le sait, ça. Salut, merci Nicolas. Bye bye. Salut, bye.